L'idée, c'est de se déclencher des hallucinations, comme si on était sous LSD, mais sans Substance illégale. sans substance illégale. Elle ressent de la douleur alors qu'il n'y en a pas vraiment. Ouais. Ah si, en fait. C'est le genre de truc, quand j'entendais ça, je fais ah. Quand les gens disent qu'ils ressentent de la douleur, on ne peut pas contredire leur ressenti. Quand il était enfant, ses parents se sont rendus compte qu'il était en train de mâchouiller en permanence quelque chose. Et il mâchouillait sa langue, évidemment. Aïe. Bah non, pas aïe, justement. En gros, là, on arrive aux études avec la douleur induite par la psychologie. J'adore ces études-là. Ça montre à quel point les chercheurs sont des zinzins. Maman en caoutchouc. Ah, qu'est-ce que tu fais avec cette main en caoutchouc? Donc toi, ton hobby, c'est d'essayer de faire mal aux gens, des manières les plus diverses et variées possibles. Oui, on peut faire mal avec des knackis aussi. Les traitements psychologiques de la douleur, en tout cas qui incluent les facteurs psychologiques de la douleur, font partie des meilleurs traitements qu'on ait, mais... Anthony, est-ce que tu sais quel est le motif de consultation le plus fréquent chez les ostéopathes? Ouais, j'imagine que ça doit être pour se faire remettre le bassin. Oui, mais pourquoi les gens y viennent? C'est quoi leur Alors, problème? moi, j'ai une patiente une fois qui m'a dit je suis allé chez l'ostéo, ça va beaucoup mieux maintenant. Je fais, ah bon, parce que vous avez moins mal? Elle dit non, non. Je fais, ah bon, bah alors c'est parce que vous arrivez à mieux dormir sans que cette douleur vous gêne? Non, non, pas du tout. Mais alors, c'est parce que bah, du coup, vous avez constaté que votre vie, elle est plus confortable ou... Non, non, mais par contre, je suis bien remis. Donc j'imagine que c'est d'être bien remis Arrête de critiquer tout de suite là. Ça commence. Non, là où ce que je voulais te faire dire, c'est que le motif de consultation principal, ça reste la lombalgie. Ok, d'accord. En tout cas, les douleurs musculo-squelettiques. Et c'est intéressant, effectivement, le retour de cette patiente, si elle était satisfaite. Hein. Donc, le motif de consultation le plus fréquent en ostéopathie, en France en tout cas, d'après les quelques données dont on dispose, ça serait principalement les lombalgies, ce qui n'est pas très étonnant. En tout cas, les rachialgies ou en tout cas les douleurs. Et je me suis fait cette remarque, qui est que durant nos études, on a eu forcément des cours sur le fonctionnement de la douleur, des cours de neurologie que j'ai ressortis, et dans lesquels on nous explique que la douleur, en fait, ça part de la nociception. En tout cas, dans la façon dont ça nous était expliqué, c'était il y a ces fameuses cellules, les nocicepteurs, qui sont des cellules spécialisées qui vont générer un influx lorsqu'elles repèrent un truc qui est pas cool, et elles vont envoyer l'information qui va être modulée au niveau de la moelle, puis au niveau du cerveau, et ça peut contribuer à de la douleur. Et dans ces cours, je n'ai pas retrouvé de traces de possibilité de douleur sans nociception. Et pourtant, c'est un truc qu'on entend vachement ces dernières années, quand on s'intéresse un petit peu au fonctionnement de la douleur, c'est le fait que, dans certains cas, il est possible qu'il y ait de la douleur sans nociception. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord, et notamment, on a vu notamment la même personne, hein, qui est un tweetos, Asaf, comment il s'appelle? Weissman. Asaf Weissman, c'est de lui que j'avais vu ça à la base, hein, qui je crois est kinésithérapeute et il fait de la recherche, je crois aussi. Ouais, il était en thèse. Je sais pas s'il l'a fini, tout ça. Bref. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'intéresse quand même au sujet et c'est pas juste, moi je pense qu'il essaie d'avoir des arguments sur pourquoi selon lui, il essaie d'avoir des arguments. Je suis pas sûr que ce soit... Tu peux dire, c'est pas moi je pense, parce qu'en fait, il affirme les choses. Et pourquoi il est très visible? Parce qu'il affirme les choses tellement fort, malgré le manque de données, que du coup, les gens lui répondent, et donc du coup, il est hyper visible, parce que du coup... D'accord. des En tout gens- cas, dans le milieu, fait entendre une voix un peu dissonante par rapport à beaucoup d'autres choses qu'on entend et j'ai trouvé ça intéressant effectivement ce sujet de, bah, pourquoi effectivement certaines personnes pensent qu'on peut avoir de la douleur sans nociception et pourquoi d'autres personnes ne sont pas d'accord. Et surtout, qu'est-ce qu'on en fait en fait de cette information en clinique? Cet argumentaire-là, il a fait son bonhomme de chemin, parce qu'à force d'affirmer quelque chose de très très fort, il y a un effet d'exposition qui arrive, qui fait que on finit par y croire, on finit par avoir un biais de familiarité et tout ça. Et je dis pas que c'est faux, forcément, parce que en fait, c'est peut-être vrai, hein, ce qui dit qu'on ne peut pas avoir de douleur sans avoir de nociception. Mais en l'occurrence, à l'heure actuelle, il y a quand même des arguments qui sont plutôt assez convaincants pour dire qu'on peut avoir la douleur sans nociception. Et on va peut-être aborder ça un petit peu, parce que du coup, effectivement, il y a des gens qui finissent par plus trop savoir où on en est et tout ça. Donc on va essayer de faire un brin de... on va parler un peu des arguments pour, des arguments qui démontrent les arguments pour, et des arguments qui démontrent les arguments qui démontrent les arguments pour, et puis voilà. On va voir un petit peu tout ça. Je sais pas, toi déjà, est-ce que dans tous la liste des arguments qu'on connaît habituellement, il y en a un qui t'est familier? Dans les arguments qui disent qu'on peut avoir de la douleur sans nociception, c'est ça? Ouais, par exemple. Alors, l'exemple typique, moi, c'était la douleur fantôme, la douleur de membre fantôme. La personne qui, a priori, se fait arracher un membre et continue d'avoir mal dans un membre qui n'est plus présent, donc qui, par définition, ne peut plus envoyer de nociception. Ok, d'accord. Donc cette douleur du membre fantôme, pourquoi c'est un bon argument pour dire qu'il y a une douleur sans nociception selon toi?
Parce que spontanément, on peut se dire, les nocicepteurs ne sont plus présents, donc ils ne peuvent plus envoyer de nociception. Cela dit, et c'est là où j'ai un doute, et c'est là où tu vas pouvoir m'éclairer, est-ce que la lésion nerveuse liée à l'amputation ne pourrait pas expliquer une forme d'influx nerveux? Est-ce qu'on parle vraiment de douleur nociceptive à ce moment-là? Est-ce qu'on serait pas plus dans de la douleur neuropathique? J'en sais rien. Ouais, alors du coup, c'est pas parce que c'est une douleur neuropathique qu'il n'y a pas de nociception, hein, d'accord. Donc si, effectivement, quand on coupe un nerf, il y a un effet qui se développe dans ce nerf-là, c'est l'effet pacemaker. Tu sais, je leur dis, je le dis en formation, je t'ai déjà dit, c'était la dernière fois que tu as retiré le cœur d'une poitrine de quelqu'un, je pense que ça a dû t'arriver la semaine dernière ou la semaine d'avant. Ouais. Et du coup, le cœur, il continue à battre dans la main. Voilà, on a tous la même expérience. Pourquoi il continue à battre dans la main? C'est parce qu'en fait, le cœur, il est automatique. Il y a des cellules dedans, c'est des cellules nodales. Et ces cellules nodales, elles envoient des décharges électriques de manière répétée. Tous les neurones, ils sont capables de faire ça. Les cellules nodales, c'est pas des neurones, c'est pas très loin en termes d'histologie. Et donc, du coup, ces cellules nodales-là, les neurones, ils ont la même capacité. Mais ce serait un vrai bordel si tous nos neurones s'activaient tout seuls comme ça, en permanence. Donc on a un mécanisme dans le corps humain, c'est ce qu'on appelle le courant M. En fait, c'est un truc qui fait qu'on perd des ions de potassium de notre neurone. Comme ça, le neurone, il est moins chargé électriquement. Et comme il est moins chargé électriquement, il a moins de chances de déclencher un potentiel d'action tout seul. Et quand on a une blessure, une lésion du nerf ou de l'inflammation, ce mécanisme-là se stoppe. Et donc le fait que ce mécanisme se stoppe fait que du coup on va pouvoir plus facilement, le neurone il va être plus chargé électriquement, et comme il est plus chargé électriququement, il peut envoyer des décharges tout seul. Et c'est ce qui se passe, donc on appelle ça des décharges ectopiques. Et donc c'est ce qui se passe, on pense que ça explique une partie des douleurs fantômes. En gros, les nerfs ils envoient des décharges en permanence. Donc comment on sait si c'est ça ou pas? Eh ben c'est simple, on injecte de la lidocaïne dans le moignon. Et la lidocaïne, ça bloque la nociception. Donc en gros, ça vient se fixer sur des récepteurs, je ne sais plus exactement lesquels, mais en tout cas, les nocicepteurs, ils ne s'activent plus pendant qu'il y a de la lidocaïne. Et il y a quelques études où on a montré des analgésies complètes d'une bonne partie des personnes avec l'injection de lidocaïne. Et donc j'ai voulu rechercher dans la littérature avant ce soir pour savoir si c'était des études cherry-pickées. C'est-à-dire que, en gros, est-ce que c'est comme ça pour tout le monde, ou alors est-ce qu'en fait, c'est juste dans cette étude-là, on a eu un cas exceptionnel, et en réalité... Concrètement, pour aller au bout du raisonnement, dans ces études, si on arrive à avoir une analgésie complexe avec la lidocaïne, ça laisse penser que la douleur de membre fantôme est liée à de la nociception. Ouais, en fait, c'est un peu compliqué, dans la mesure où, si on n'arrivait pas à avoir une analgésie complète, ça voudrait dire qu'effectivement, on peut, de la nociception n'est pas nécessaire pour avoir mal. D'accord? Mais en fait, il y a deux choses qu'il faut lutter, qu'il faut réfléchir, c'est elle est ni nécessaire ni suffisante. D'accord? Oui. Ok. Et donc... Ce sont deux choses différentes, effectivement. C'est deux choses différentes. Et donc, du coup, si on arrive à avoir une analgésie avec la lidocaïne, on peut toujours pas dire que c'est lié à la nociception. D'accord? En fait, parce que, pour la simple bonne raison, qu'on pourrait avoir un truc qui n'inhibe pas la nociception, mais qui a toujours cet effet qui bloque la douleur. Et donc, du coup, on saurait que la nociception n'est pas suffisante, mais on n'aura aucune information sur la nécessité. Genre, par exemple, s'il y a un effet placebo qui vient pas du tout toucher la nociception, c'est possible aussi, et ben peut-être que du coup, cet effet placebo pourrait avoir un effet antidouleur sans toucher la nociception. Bon, en l'occurrence, l'effet placebo, il semble jouer sur la nociception, donc c'est un peu compliqué, mais... Est-ce que c'est le nerf qui est coupé qui envoie la douleur ou est-ce la nociception périneurale? Alors, du coup, quand tu dis périneurale, ostéo de main, tu penses au périnèvre ou alors est-ce que tu penses au nervi nervorum qui est dans le nerf? Parce que du coup, moi, j'aurais tendance à penser que c'est le nervi nervorum. Je t'avoue que je n'ai pas l'information sur le sujet, mais on en discutera avec plaisir un autre jour. Que je me serais plus renseigné sur le sujet. On en était où? Donc on discutait de la lidocaïne pour ça. Et en l'occurrence, là actuellement, j'ai pas l'information. Je sais que je suis tombé sur une revue Cochrane où ils ont investigué les manières de traiter les douleurs des membres fantômes. Et dedans, ils ont mis que ça marchait pas mieux que du placebo, la lidocaïne. Mais, rappelons-le, le placebo joue sur la nociception. Donc, pourquoi pas, d'accord. Déjà, on va lâcher les endorphines quand on va avoir du placebo. Donc, les endorphines, ça se fixe sur le tronc cérébral et ça vient bloquer les messages qui remontent au cerveau. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Donc, bon. Mais toujours est-il que cette revue de Cochrane-là n'utilisait qu'une seule étude. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de conclure là-dessus.
Comment ça se fait Sur la lidocaïne, d'accord. Sur la lidocaïne. Parce qu'il y en a... Ah oui, parce qu'il n'y en avait pas d'autres qui étaient de bonne qualité ou... Bah, écoute, je te dirais que j'aurais fait une revue de littérature détaillée. Parce que ça, malheureusement, si on faisait pas des lives aussi fréquents, on ferait une grande vidéo, ça serait très cool. Et du coup, par contre, on ferait des plus grandes revues de littérature. Mais voilà. Donc là, actuellement, j'en suis là. J'en suis là dans mes réflexions. Si d'autres ont des informations, tout ça, moi, je vous tiendrai au courant sur ma page Insta. Donc, si on doit résumer sur cet aspect lidocaïne, c'est qu'en gros, les études ne nous permettent pas de conclure, quoi. Bah, et en tout cas, à l'heure actuelle, on sait que du coup, injecter de la lidocaïne, ça fonctionne, mais on sait que le placebo aussi, ça fonctionne. Et du coup, ça ne nous permet pas du tout de conclure sur est-ce que la nociception est nécessaire. Du coup, par contre, ça rajoute une contrainte. C'est-à-dire l'existence de le fait que il y ait des douleurs fantômes, ça rajoute comme contrainte qu'il y ait forcément ces décharges ectopiques pour expliquer les douleurs qui apparaissent régulièrement dans les douleurs fantômes. Et donc, du coup, ça diminue la probabilité qu'on soit obligé d'avoir la nociception pour avoir des douleurs. Tu vois un peu l'idée? C'est-à-dire que c'est pas un argument qui casse tout, d'accord? C'est pas un argument qui dit bah non, ça n'existe pas tout ça. Mais par contre, du coup, comment dire, c'est quelque chose qui vient diminuer la probabilité parce qu'en fait, ça rajoute une contrainte. Plus tu as besoin d'avoir de contraintes pour que ta théorie elle soit valide, plus du coup ta théorie elle a de chances d'être fausse. Il n'y a rien qui soit clair et net et précis pour dire non, cette théorie est fausse, mais plus on a d'infos comme ça. Et on va voir qu'il y en a plein comme ça. Et c'est ça qui va être important. C'est-à-dire que les arguments seuls, ils sont pas suffisants. Ils sont un peu faibles, mais tout combiné, la position la plus rationnelle, on va en discuter, vous ne serez peut-être pas convaincu. Moi, je vous dirais la position que je trouve la plus rationnelle à l'heure actuelle. Donc ça, c'était à propos des douleurs de membres fantômes. Les douleurs des membres fantômes. Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on passe à l'argument suivant qui est souvent avancé? Vas-y, je t'en prie. Je vais prendre dans le magnifique article que tu m'as envoyé, hein, qui, je trouve, résume bien la chose. L'argument suivant qui est souvent avancé, c'est qu'il y en a pas mal d'études qui montrent qu'il y a une déconnexion apparente entre les blessures tissulaires vues à l'imagerie ou autres et la sévérité de la douleur. C'est-à-dire qu'on peut parfois avoir des gens qui ont des douleurs très intenses alors qu'ils n'ont pas de lésion, par exemple. Ouais, ça... Et ça, je vois tout de suite quelle est la faiblesse de cet argument. Bah vas-y, je t'en prie, explique-moi la faiblesse. Parce que l'argument, je trouve cet argument est vraiment pourri. Voilà, la faiblesse de cet argument, c'est que c'est pas parce qu'on voit pas de lésion qu'il n'y a pas de nociception. Exact. Voilà, parce qu'on peut tout à fait avoir de la nociception sans lésion. Hein, genre... Aïe! Je viens de me Voilà. claquer, j'ai de la nociception, j'ai un peu mal, mais si on me fait une IRM, une échographie, est-ce que tu veux, j'aurais pas de douleur, j'aurais pas de blessure, pardon. Alors, cela dit, cet argument pour conclure de oui ou non, est-ce qu'il y a de la douleur sans nociception, il est un peu nul. Ça reste un truc qui est important à savoir en clinique, que la douleur n'est pas corrélée à l'état des tissus. C'est un truc qui est important, je pense. À la fois discordance radioclinique, ouais. Voilà, la discordance radioclinique, c'est à la fois important pour nous en tant que pour raisonner cliniquement, mais aussi pour aider les patients à comprendre que s'ils ont mal, c'est pas forcément que leur corps est abîmé et qu'il n'y a pas forcément quelque chose à aller réparer ou à aller changer des pièces, quoi, pour que la personne ait moins mal. Donc c'est quand même une notion qui est importante, mais ça c'est pas un truc qui est pertinent pour répondre à notre question de ce soir, quoi. Il y avait l'étude de Karagi en 2006. En gros, ils ont fait des IRM sur des personnes. Parmi ces personnes à qui ils ont fait des IRM, il y en a qui ont déclenché une lombalgie. Et donc, ces personnes-là qui ont déclenché une lombalgie, on a refait des IRM, pas chez tout le monde, mais chez une partie, parce que c'est pas difficile de suivre des cohortes de patients comme ça. Et il se trouve que, du coup, parmi ces personnes-là, ils ont regardé si le déclenchement de la lombalgie était corrélé, ou en tout cas associé à l'apparition d'un nouveau signe à l'IRM. Et donc là, c'est déjà un argument un peu plus fort, je trouve. Et là, effectivement, dans cette étude-là, ils n'avaient rien trouvé. Donc vraiment, cette étude de Karagi en 2006. Je pense qu'il y a d'autres études qui peuvent aller dans un sens similaire. Par exemple, il y a des études de suivi. On suit les gens qui ont des lombalgies et ils s'améliorent et on regarde où ils s'aggravent, où ça reste, ou des cervicalgies. Et après, on regarde du coup s'il y a des changements en IRM et tout ça. Et effectivement, il ne semble pas corréler. Peut-être la sténose foraminale cervicale qui pourrait être en lien avec l'amélioration des symptômes. Genre, quand tu as une sténose qui s'aggrave, tu as une aggravation des symptômes. Enfin bref. Ah oui. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été montré. Mais ça, c'est un argument vraiment très 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 faible. On est d'accord. Alors, on parle souvent de dissonance radioclinique, mais beaucoup d'auteurs s'emploient à dire le contraire. Du coup, je ne sais pas où me placer.
Tu veux répondre à ça? Moi, j'ai beaucoup de réponses là-dessus, mais vas-y, si tu veux. Des auteurs s'emploient à dire le contraire que par rapport à la discordance cardioclinique. C'est-à-dire, si je comprends bien ce que disent ce commentaire, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent que la discordance cardioclinique n'existe pas ou qu'en gros, il y a une corrélation qui est vraiment importante. Je sais pas si c'est ça que veut dire Benji. En vrai, je pense que c'est juste que les arguments sont mal compris. En fait, on dit souvent, quand on voit qu'il y a plein de signes radiographiques chez des gens qui n'ont pas de douleur, on dit les signes radiographiques n'ont pas d'importance. C'est pas ce qu'il faut conclure de ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que on peut trouver avoir ça et pas avoir mal que que ça n'a pas d'importance dans les douleurs. Et du coup, ça, c'est ce qui a été dit. Est-ce que Benji, ça ressemble à ce que tu as entendu? Et dis-nous si c'est le cas. Je vais répondre à ça, sauf si tu veux répondre. Répondre à ce que tu viens de dire toi là, le fait que ça n'a pas d'importance, c'est ça? Ouais. Oui, non, effectivement, la façon dont je vois les choses, la façon dont je la comprends, c'est aussi qu'on est sur des études qui sont des études épidémiologiques en fait. C'est-à-dire que éventuellement, ça va nous permettre de nous dire est-ce que c'est un facteur de risque ou est-ce que au niveau de la population, il y a des corrélations entre l'imagerie et la douleur. Ça nous dit pas grand-chose sur ce qui se passe à niveau individuel, je pense. Et c'est pas parce qu'on peut retrouver des choses sans douleur, on peut retrouver des signes à l'imagerie sans douleur chez les gens, ça veut dire que ça ne sera jamais impliqué dans la douleur d'une personne en particulier. C'est juste que ça permet peut-être de prendre un peu de recul pour éviter d'avoir cette approche un peu linéaire de je vois un truc à la radio, donc c'est ça qui fait mal, donc il faut changer la pièce, quoi. C'est un peu comme ça que je le vois. Ouais, écoute, je pense que je vois pareil que toi, c'est-à-dire que, en gros, ces signes-là, ça veut pas dire qu'ils sont inutiles. Ces signes-là, ils ont une importance qui est relative. On sait que quand ils sont là, comme ils prédisent pas l'évolution des patients, on ne peut pas s'appuyer dessus pour savoir quel traitement on va faire. D'accord? Par contre, quand tu as un échec de traitement et tout ça, et que tu as un signe qui est ultra présent, ultra concordant avec la clinique, là, effectivement, tu peux t'en servir pour dire, éventuellement, sortir une nouvelle voie thérapeutique que tu aurais pu avoir. Il y a beaucoup de faiblesses dans tout ça. Donc, il y a pas mal de choses vraiment où il faut en parler, parce qu'en vrai, on pense que les fissures radiales au niveau des disques intervertébraux pourraient être impliquées dans une grande partie des lombalgies aiguës. D'ailleurs, on voit que les poussées dégénératives des lombalgies aiguës sont assez bien corrélées à l'apparition de lombalgies aiguës chez les personnes dans la population générale. Et pour autant, du coup, ça, on les trouve très 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 mal en IRM. C'est-à-dire qu'en gros, on peut, il y a des techniques IRM pour vraiment visualiser des fissures radiales. Mais ces fissures radiales-là sont beaucoup mieux investiguées par la discographie de provocation et ce genre de choses. Qui est un examen très invasif. Ouais, bah après, il y a des paramètres à suivre pour éviter de blesser les gens en le faisant. Mais du coup, voilà. Donc, il faut quand même injecter du liquide dans le disque pour le faire gonfler. Enfin, bref. Bon, bref, voilà. Ah, tiens, tu vois, là, je viens de ressentir de la douleur sans nociception, je crois. Donc, bref, toujours est-il que ces signes d'imagerie, il faut les mettre en balance avec le fait que, d'une part, on ne peut pas tout voir en imagerie. D'accord? Toutes les techniques d'imagerie ne permettent pas de tout voir. Et d'autre part, même si on les voit, après, comment est-ce qu'on sait que c'est pas un signe asymptomatique par rapport à un signe qui serait lui-même... la personne a peut-être ça avant de déclencher des douleurs, comme on l'a vu dans l'étude de Karagi, et donc c'est un peu compliqué. Donc, et surtout, si le signe en question ne change pas notre approche de traitement à la base, c'est-à-dire que le fait de savoir qu'il y a une discopathie ou de l'arthrose, si ça change pas notre approche thérapeutique, est-ce que c'est vraiment pertinent de le savoir? Ouais, genre par exemple, on a vu que quand on fait des mouvements répétés et que la douleur elle se centralise, c'est assez prédictif de la discographie de provocation, des résultats de discographie de provocation. Donc c'est cool, mais en même temps, on sait aussi que les gens qui ont tendance à avoir des améliorations symptomatiques comme ça, ils ont tendance à s'améliorer indépendamment de ce qu'on fait. Donc ils ont un très bon pronostic. Donc qu'est-ce que ça sert avec... Si, c'est des bons patients à avoir. Donc c'est cool. Comme ça, ils sont très contents. Ils sont très contents de ce qu'on a fait. C'est cool de les avoir, mais ça n'informe pas nos traitements. On sait juste que par contre, du coup, ils ont des chances de s'améliorer. Ce que j'entends par fissure radiale, en fait, je sais pas si tu as déjà vu un disque. Un disque, il faut imaginer que c'est comme un pneu. En fait, tu as un truc, tu as une gelée au milieu et tu as plusieurs couches de ligaments autour. Enfin, on va dire des ligaments. C'est l'anneau fibreux. L'anneau fibreux. L'annulus fibrosus. Et cet annulus fibrosus, du coup, lui, il peut avoir des fissures dedans. Et donc, selon la fissure, selon comment elle est faite, on peut dire qu'elle est radiale ou elle est
Bon, bref, on s'en fout. Il me semble que radial, c'est une fissure qui part du centre Ouais, globalement et qui va de vers la périphérie. l'annulus et qui va vers la périphérie. Ouais. Et donc c'est dans cette fissure pourrait s'infiltrer progressivement le C'est- noyau pulpeux et donc potentiellement aggraver la fissure. Comparé à quand elle suit les fibres. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, quand tu as une fissure radiale, bah, effectivement, surtout si elle vient toucher la périphérie de l'anneau, bah, tu as des chances que ça génère de la nociception Parce que qui contribue aux douleurs, en tout cas. Parce que la partie périphérique de l'anneau est plus chargée en nocicepteurs que ne l'est la partie interne, qui ne l'est peut-être quasiment pas, me semble-t-il. Ok. C'est quoi une discographie de provocation? Une discographie de provocation, c'est un examen d'imagerie. On injecte un produit de contraste dans le disque pour visualiser en fait comment il s'écoule dans le disque. Et en même temps, il y a le fait de provoquer la douleur. Et il faut que les critères changent sur les études, mais dans les meilleures études, en fait, le critère, faut que quand tu fais la discographie de provocation, il faut que tu visualises à la fois du coup la fissure radiale et à la fois en fait l'écoulement de ton liquide lors de l'imagerie et à la fois que tu reprovoques la douleur et que quand tu injectes un anesthésiant, ça te fasse disparaître la douleur, mais pas si tu fais une discographie de provocation au-dessus ou en dessous, tu vois. Faut que ça reproduise les douleurs du patient, mais vraiment spécifiquement. Ok. Donc ça, c'est... ok. Donc c'est la discordance radioclinique. La discordance radioclinique. Argument pourri. Argument pourri. Un autre argument qui peut sembler plus pertinent, c'est qu'il y a pas mal d'études qui montrent qu'il y a une meilleure corrélation entre l'intensité ou la sévérité de la douleur et certains facteurs psychologiques. Et encore une fois, ça, ça c'est pas un très bon argument. Et du coup, l'auteur qui a créé le papier, on voit très bien où il voulait en venir en faisant ça. On voit très bien quelle était sa position. Il a choisi des mauvais arguments. Il a choisi les arguments les plus pourris pour les démonter plus facilement. Pour les démonter, c'est de faire un magnifique homme de paille. Très bien. Donc effectivement, avoir plus d'intensité de douleur expliquée par les signes, par les facteurs psychologiques, ça ne veut pas dire que la nociception ne joue pas. Tout à fait. D'ailleurs, les facteurs psychologiques peuvent moduler la nociception en augmentant, par exemple. De ouf. Par exemple, tu peux avoir t'as un petit coup de stress, tu vas déclencher de la substance P. La substance P est un facteur pronociceptif. Si tu as du stress prolongé, tu vas avoir des dérégulations de ton axe hypothalamo-hypophysaire. Donc tu vas avoir de l'inflammation un peu partout dans tout le corps. Bref. Mauvais argument. Voilà, donc en gros, le problème avec cet argument, c'est que tu peux déjà avoir de la nociception de base qui n'est pas suffisante pour provoquer de la douleur et que les facteurs psychologiques sont juste le petit truc en plus qui vient faire que ça déclenche la douleur. Mais ça ne permet pas d'affirmer que la douleur est présente sans nociception. Et les facteurs psychologiques peuvent déclencher la nociception. Voilà. L'argument... Oui, tu voulais dire quelque chose encore? Déclencher des augmentations de nociception. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, c'est ça, peuvent augmenter... Ouais. L'argument suivant, c'était que les tentatives pour soigner la douleur chronique en ciblant la nociception, globalement, ça ne fonctionne pas des masses. Et donc, ça implique, c'est quoi le truc? Et donc, ça implique souvent des changements au niveau central qui pourraient être responsables de la plupart des douleurs persistantes. Donc ça serait un autre argument. Moi, je trouve bon cet argument. Pas, vraiment pas suffisant seul. Mais je trouve que c'est très bon. Quand tu fais un traitement, genre tu as vraiment identifié que c'est ta sacro-iliaque qui est là, c'est la sacro-iliaque qui est problématique, tu crames les nerfs de la sacro-iliaque et tu as toujours des douleurs, alors que quand tu as un problème à la dent, tu dévitalises la dent, c'est rare d'avoir des douleurs qui persistent à la dent. C'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai, pourquoi? C'est que moi, c'est un truc qui me fascine. Je me dis, quand je vais chez le dentiste et qu'il me dévitalise un truc ou qu'il m'anesthésie, à chaque fois, je me dis, je trouve ça fou à quel point ça fonctionne. Maintenant que je sais comment fonctionne la douleur et que je sais que c'est pas censé être si linéaire, comment ça se fait que ça marche si bien, une dévitalisation? Vous aurez la réponse à cette question dans 30 secondes. Je voulais juste vous dire deux choses. La première, c'est que Anthony anime des lives de son côté sur Instagram et sur Twitch et qu'il diffuse les replays sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Thinking Anthony Halimi. Il reçoit régulièrement des invités qui viennent parler de sujets dont ils sont experts. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. La deuxième chose, c'est que si vous êtes intéressé par la prise en charge des douleurs, particulièrement chez le sportif, vous pouvez recevoir totalement gratuitement le résumé de 5 articles scientifiques essentiels sur le sujet. Est-ce qu'on peut prédire qu'un athlète va se blesser? Qu'est-ce qui est important pour prévenir les blessures? Comment gérer une douleur non traumatique chez le sportif? Si vous voulez recevoir tout ça, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien dans la description. Allez, on continue. C'est pas censé être si linéaire, comment ça se fait que ça marche si bien, une dévitalisation? Je pense, dans mon hypothèse,
c'est que c'est quand même bien admis à la société que dévitaliser les dents, c'est facile. C'est pas... le mal de dents, c'est pas un problème qui est majeur. Au pire, on la retire, c'est vraiment pas grave. Vraiment, personne n'est invalidé par des douleurs de dents chroniques. T'as jamais entendu parler de personnes qui ne peuvent plus travailler à cause de leurs maux de dents chroniques. Je pense ça. Après, t'as quand même des douleurs fantômes qui peuvent être déclenchées par des dévitalisations de dents, tout ça. Mhm. Donc, c'est genre 2%. J'avais cherché les chiffres. Donc tu penses que c'est plus notre représentation du truc qui nous crée des attentes positives vis-à-vis de la dévitalisation et Ouais. qui fait que ça fonctionne vachement bien. Ouais, et surtout qui empêche d'avoir des attentes négatives. Hmm. Parce que je pense que les attentes négatives, c'est pas je pense d'ailleurs, c'est montré, hein, on va relâcher de la cholécystokinine, on va relâcher plein de choses qui vont empêcher les mécanismes antinocétifs de se mettre en place. donc c'est pas terrible. Bien. Il y a des dents douloureuses après dévitalisation. Oui. Ça existe, oui, ça existe. 2%. 2%. On est quand même loin d'être dans ces chiffres-là. Pour quelqu'un à qui on crame la sacroiliaque, ou on crame les nœudscepteurs de la sacroiliaque, on crame les nœudscepteurs des disques, ce genre de choses, ouais, voilà. Donc ouais, tu disais que effectivement, C'est un argument qui me semble c'est plutôt un bon. argument qui te semble plutôt bon. Et c'est vrai cette idée de vouloir aller tout le temps cibler la cause nociceptive, c'est une vision extrêmement biomédicale, effectivement, qui réfléchit toujours en termes de raisonnement linéaire, de une cause, une conséquence, on soigne la cause, on règle le symptôme, quoi. Et c'est un peu comme ça qu'on a été aussi formé, en tout cas moi, en tant qu'ostéo, à aller chercher la cause, non pas pour cramer des nerfs, mais pour trouver la dysfonction. La dysfonction avec un grand D, tu vois, la première, Ouais. l'unique, celle dont la cause de tous les maux. La cause unique, Ouais. tout ça, c'est un truc. Mm. Toujours est-il que, du coup, en plus, on a aussi des cas où on a des améliorations des gens en traitant que la psychologie. Genre, il y a un rapport de cas qui est très présent dans la littérature, j'aime bien le sortir, celui-là, où c'est quelqu'un qui a une lombalgie depuis une vingtaine d'années, je sais plus exactement combien de temps, et il s'est amélioré en faisant un rêve lucide. Incroyable. Donc en gros, il a fait un rêve lucide, il faisait une psychothérapie, il faisait des TCC. Tout avait été géré, soi-disant, d'un point de vue nociceptif. Et il voyait bien avec son psychologue TCC qu'il y avait un truc, mais il n'arrivait pas à mettre la main, il n'arrivait pas à jouer dessus. Et lors de son rêve lucide, il a travaillé dessus et paf, miracle, ses douleurs ont disparu. Le problème, c'est est-ce qu'on n'est pas toujours pareil dans le fait que son rêve peut créer des attentes positives majeures qui peuvent avoir des effets antinociceptifs. Donc ça n'écarte pas forcément la possibilité qu'il y ait quand même une source nociceptive. Ouais, mais là, c'est un truc durable. Genre, les effets antinociceptifs, ils sont pas durables. Mm. Tu vas pas t'es pas sous morphine en permanence, tu vois ce que je veux dire. Donc, ce serait très bien si t'arrivais à avoir l'endorphine tout le temps. Enfin, très bien, je sais pas, mais voilà. Ça me fait penser à un truc, une anecdote que je racontais en formation là quand j'y étais il y a quelques semaines. Un patient que j'ai suivi qui avait des douleurs. Alors, faut que j'essaie de me souvenir. Il avait une lombalgie. Un mec qui fait du triathlon, puis qui s'est mis au marathon et qui avait fini son 4e marathon, qui voulait enchaîner sur la préparation d'un 5e. Et en gros, il était venu me voir avec aucune douleur, mais juste en mode je viens faire un bilan et je viens voir un peu ce que je peux améliorer. Et il avait dit lui-même que ça lui ferait peut-être du bien de faire du renforcement musculaire pour que son entraînement soit plus global. Ce à quoi je lui avais dit, pourquoi pas, ça peut être bien, mais juste ne rajoutez pas ça à votre volume d'entraînement qui est déjà élevé. Si vous le rajoutez, enlevez une séance de course d'abord, histoire de lisser un peu le volume, et ensuite, si vous voulez que ça se passe, vous pourrez rajouter votre à nouveau de la course. Sauf qu'il ne l'avait pas fait, évidemment. Il avait bourriné comme un ouf en faisant des fentes bulgares chargées dès le premier jour. Il avait des courbatures de l'enfer. Il est allé courir sur ces courbatures. Sous anti-inflammatoire, donc après il est arrivé avec une lombalgie énorme. Et on avait trouvé une stratégie un petit peu pour que ça aille mieux, sauf que effectivement il avait tendance à taper un petit peu trop dedans. Et en fait, il était vraiment emmerdé parce qu'il n'arrivait pas à soulager autant qu'il l'espérait, il n'arrivait pas à recourir comme il voulait parce qu'il avait mal. Jusqu'au jour où il a trouvé lui-même le fait qu'en allant courir dans la forêt avec des chaussures minimalistes, en fait il avait quasiment plus mal. Mon hypothèse a posteriori, et je suis con de ne pas y avoir pensé, c'est qu'en fait, ça lui a modifié sa foulée, et donc ça a modifié un petit peu les contraintes mécaniques sur la zone qui était douloureuse, donc il a juste fait une modulation de symptômes qui lui a permis de continuer à s'entraîner avec moins de douleur. Et le jour où il a fait ça, où il a réussi à aller courir avec quasi zéro douleur, il m'avait fait un mail où il détaillait tout, et il disait que ça lui a fait un gros boost au moral incroyable, enfin il a repris du plaisir, etc. Et donc je me suis dit, bon, c'est très bien. Sauf que le lendemain, il est retourné courir avec ses chaussures habituelles sur son terrain habituel.
et il avait quasiment plus mal quand même. Donc moi, au début, je me suis dit, sa modulation de symptômes a peut-être... Enfin, c'est bien, et c'est ça qu'il doit continuer à faire, sauf qu'en fait, il est revenu à son truc initial, mais je me suis posé la question, est-ce que le fait que ça lui fasse vachement de bien et qu'il se dise, ah bah enfin ça va mieux, enfin je vois le bout du tunnel, n'a pas eu un effet antinociceptif énorme qui a fait que bah, après il a pu continuer à s'entraîner, même en revenant dans les conditions qui n'étaient pas optimales, quoi. Je sais pas si tu comprends Je comprends. le truc. Toujours est-il que là, on est quand même dans la même chose, c'est que la douleur n'est pas la nociception n'est pas suffisante pour avoir des douleurs, vraisemblablement. Mais du coup, on ne sait pas si elle est nécessaire ou pas dans ce genre de situation. Oui, tout à fait, effectivement. Mais cool, c'est un bon truc. Moi, j'ai déjà eu des patients comme ça où, genre, juste changer le focus attentionnel, ça a changé leur douleur pendant la course à pied, quoi. Enfin, voire même plus du tout. Genre, même, en fait, c'est l'inverse. On a créé de la douleur sans faire de la course à pied. Et du coup, ça a tout changé. Donc, ok, suivons la liste des arguments. Suivons la liste des arguments. L'argument suivant qui est avancé souvent, c'est une étude qui montre que la nociception apparaît régulièrement dans la vie de tous les jours et pourtant ne provoque pas de douleur. Bon, ça c'est encore un argument nul, hein. Ça nous montre juste qu'on peut avoir de la nociception sans douleur, ça ne nous dit pas qu'on peut avoir de la douleur sans nociception. Effectivement, on sait que c'est un argument pourri parce que c'est un argument qui ne correspond pas à la question. Très bien. Suivant, les douleurs suite à des... Alors c'est quoi? Thalamic pain, central post-stroke pain. En gros, les douleurs T'as des douleurs après un AVC. Après un AVC. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu en dis de cet argument-là? Cet argument-là, il est bon, dans la mesure où, en fait, on n'a pas forcément de nociception dans ce genre de cas de figure-là. Le papier, il montre des personnes qui laissent suggérer que peut-être pourrait y avoir de la nociception dans ce genre de cas de figure-là. Mais encore une fois, là, on rajoute une contrainte à la théorie qu'il faut de la nociception absolument pour avoir des douleurs. C'est vrai, c'est possible, mais encore une fois, du coup, rajouter ça, c'est comme la même chose que les douleurs des membres fantômes. Rajouter ça, ça rajoute une contrainte supplémentaire. On a des cas avec le cerveau qui sont rigolos, comme le cas de Henri Gustave Molleyson. Parle-nous de Henri Gustave Molleyson. Henri Gustave Molleyson, c'est un homme qui faisait des crises d'épilepsie à répétition. Il a fini par se faire opérer par un chirurgien qui a dit « J'ai trouvé ce qui déclenche vos crises d'épilepsie ». Donc, il lui a retiré une partie de l'hippocampe, il a retiré une autre partie du cerveau, mais bref, rien qui avait aucun rapport avec la nociception. Rien qui avait un rapport avec les voies spinothalamo-corticales. Donc, rien à voir avec les voies nociceptives habituelles, rien à voir avec les aires somesthésiques. Et pour autant, cette personne-là, elle a eu 2 problèmes après cette opération. Premièrement, amnésie, parce que normal, on a retiré l'hippocampe, et l'amygdale. Il y avait l'amygdale aussi, c'est pour ça. Donc, on a retiré ça, donc amnésie, et aussi... Un truc qui est rigolo, il n'avait plus de douleur. Genre vraiment, il avait une incapacité d'avoir des douleurs. Ce qui laisse suggérer que ce qui se passe dans la tête pour déclencher les douleurs, c'est pas que en lien avec les processus nociceptifs. Et donc là, c'est encore un argument pour dire que la nociception n'est pas suffisante pour avoir des douleurs. Mais c'est quand même aussi un bon argument pour dire que finalement, le produit final qui déclenche la douleur dans le cerveau, c'est pas forcément l'arrivée de la nociception sur les aires nociceptives, quoi. Ou alors ça pourrait être juste une indication qu'en réalité, la nociception vient quand même avoir une influence sur ces aires-là, même si on ne le savait pas en réalité. Mais lui, contrairement aux gens qui ont des analgésies congénitales, là, ce genre-là, lui, il se blessait pas, tu vois. Donc on voyait vraiment en fait, les gens qui ont des analgésies congénitales, je sais pas si tu sais, donc les gens qui naissent sans la capacité d'avoir des douleurs à cause de mutations dans leur canaux ioniques, ils se blessent partout, tout le temps. Genre, ils ont les articulations qui sont défoncées. D'ailleurs, j'ai voulu prendre des photos de gens pour le live de ce soir, et c'est tellement moche que j'ai préféré ne pas les mettre. Donc, Steve Pitt, moi, les premières vidéos que j'avais faites sur YouTube, c'était, je parlais de Steve Pitt, un Australien, je crois, qui est né avec l'analgésie congénitale à la douleur, qui expliquait que quand il était enfant, ses parents se sont rendus compte qu'il était en train de mâchouiller en permanence quelque chose. Et il mâchouillait sa langue, évidemment. Aïe. Voilà, bah non, pas aïe, justement. Moi, j'ai mal, lui, non. et donc, lui, il se blessait pas comme ces gens-là. Pourquoi? Alors, soit c'est parce qu'il a déjà eu de la nociception quand il était plus jeune, et donc, du coup, il a appris à éviter les trucs nociceptifs. Soit c'est parce qu'en fait, comme ses voies nociceptives étaient inchangées, la nociception qu'il engrangeait dans son cerveau, elle lui permettait de faire les changements. Genre, quand t'es assis sur une chaise, t'as pas mal, et pour autant, tu bouges ton popotin. Pourquoi? Parce que tes ischions, ils viennent écraser, du coup, tes grands glutéaux, et donc, du coup, tu vas avoir la nociception. La nociception, elle va pas forcément faire de la douleur avant que tu bouges ton popotin. Ok. Et donc, du coup... Et donc,
Tu penses que lui, en fait, son corps intégrait la nociception, il avait une réaction un peu réflexe non consciente, alors qu'il ne ressentait aucune douleur. Ouais, c'est ça. Et c'est la théorie de Vania Apkarian et de Baliki. Donc Ok. Vania Apkarian qui a beaucoup contribué justement aux théories comme quoi la nociception n'est pas nécessaire pour avoir des douleurs. Intéressant. Ouais, je trouve. Je trouve que c'est intéressant. Ouais, carrément. Carrément. C'est-à-dire que le mec pouvait se faire un syndrome du piriforme sans s'en rendre compte, quoi. Référence à notre premier live qu'on a fait il y a un mois, je vous renvoie vers le syndrome du piriforme, c'est quand on avait parlé de la mobilité, je crois. On avait parlé du live sur la mobilité, on a parlé du syndrome du piriforme. Est-ce qu'on a fini l'argumentaire là ou pas encore? Je crois qu'il y avait un dernier argument qui était des études qui montrent que des sujets peuvent expériencer de la douleur Ok. sans activation apparente des nocicepteurs. Là, je pense que... en gros, là, on arrive aux études avec la douleur induite par la psychologie. Ouais, j'adore ces études-là. Ça montre à quel point les chercheurs sont des zinzins. Bah, je pense qu'on peut montrer des trucs là-dessus. Je vous ai coupé le son parce que c'est horrible. Genre écrit. Allez, maintenant, je peux remettre le son ou pas? Vas-y. Ah, je peux plus remettre le son. Bon, bah tant pis, vous aurez pas le son. Donc, c'est l'illusion ultra connue de la main en caoutchouc. Je vais vous présenter l'illusion, je vais vous présenter le debunk de cette illusion et je vais vous présenter le debunk du debunk de l'illusion. Oh putain, il est chaud. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que bah, du coup, on prend une main en caoutchouc qui du coup sert à faire illusion d'être la main. On fait en sorte de stimuler de manière synchrone le pinceau des deux côtés. Et une fois qu'on a stimulé de manière synchrone le pinceau des deux côtés, pour faire croire que du coup la main en caoutchouc est la vraie main de la personne elle n'est pas très à l'aise avec l'idée qu'on lui plante une épingle dans sa main en caoutchouc, au point où cette personne-là peut avoir des douleurs. Pas toujours. Des fois les personnes ont juste des réactions corporelles intenses, mais pas forcément de douleur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme réaction corporelle? Bah, par exemple, on sait que la main qui est cachée a tendance à perdre en vascularisation. Genre, elle devient toute blanche et tout ça. On voit qu'elle perd en température. Donc, voilà. Donc, bref, ça, c'est connu. Et il y a plusieurs arguments qui servent à dire que, en réalité, on sait que c'est pas forcément en lien avec la sensation de propriété de la main. C'est-à-dire qu'en gros, dans une étude, en 2020, Lush, ils ont fait la même chose, sauf qu'à la place de stimuler de manière synchrone la main en caoutchouc et l'autre main, ils ont fait de manière asynchrone. Et en faisant de manière asynchrone, normalement, on n'est pas censé avoir la sensation que la main elle commence à nous appartenir et tout ça. Pour autant, les gens ils ont quand même commencé à avoir la sensation que la main leur appartenait et tout ça. Et ils pensent que du coup, c'est en lien avec le fait qu'on a un mauvais contrôle des caractéristiques de la demande. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que c'est que les caractéristiques de la demande? En psychologie, on se rend compte que quand on ne contrôle pas les caractéristiques de la demande, on peut faire en sorte que les gens comprennent de quoi parle l'étude dans laquelle ils sont intégrés. Et donc, du coup, ils ne réagissent pas en fonction de la réalité, mais de comment ils pensent qu'ils devraient se conformer pour répondre à l'étude. Donc, par exemple, si je te mets dans une étude où je te demande ton EVA, tu vas penser que tu dois ressentir de la douleur. Et donc, forcément, ce truc subtil fait que tu finis par dire que tu as des douleurs, même si tu n'en as pas vraiment. Parce que tu te conformes à ce qu'on attend de toi. Tu sais, il y a des sortes de conformisme social. Mmh. Et donc, c'est un peu l'idée derrière tout ça. Or, cette étude-là est répliquée, retrouve encore les mêmes résultats, c'est-à-dire que même de manière asynchrone, on arrive à redéclencher ces sentiments d'appartenance. Mais ce que ça permet de dire, ça permet pas de dire qu'on n'arrive pas à déclencher de la douleur sans nociception. Ce que ça permet de dire, c'est que les attentes, et c'est ça que concluent les auteurs de cette étude-là, les attentes de la personne influencent les perceptions qu'elle va ressentir et qu'elle va avoir. Et c'est tout ce que ça permet de dire. Donc là, on rajoute par contre une contrainte à la théorie de la douleur est un truc perçu par le cerveau. Parce que du coup, ça voudrait dire que ces personnes-là ont quand même ressenti de la douleur, mais pas avec le mécanisme explicatif qu'on pensait jusqu'à présent. Mmh. Toujours est-il qu'on a masse d'études qui ont montré que les attentes influençaient la perception. Et quand je dis masse d'études, on peut prendre Vsauce. Là, normalement, vous devriez avoir le son. Placebo effect. Have you ever heard of the placebo effect?
It's like when a fake pain pill actually cures a person's pain because they have a positive expectation it will work. Well, today, we're demonstrating the exact opposite. On va décrire très rapidement ce qui s'est passé. On a regardé l'épisode 6 de l'émission Mindfield de Vsauce, qui est intéressante parce que du coup, dedans, ils reproduisent l'effet nocebo, donc ils reproduisent la douleur induite par la psychologie. Et donc, ça, c'est pas une étude originale, d'accord ? Mais on a des protocoles publiés qui ont utilisé des trucs très similaires, notamment, là, ils ont utilisé un compresseur pour faire un bruit très fort. Ils ont mis un laser pour donner l'impression qu'il se passait quelque chose sur la peau de la personne. Et du coup, la personne, ressentait des douleurs, des brûlures. Il y a d'autres sujets que je ne vous ai pas montrés, mais il y en a une. Elle ressentait des décharges électriques. Et une fois qu'ils ont arrêté, elle continuait à en ressentir. Et même une fois qu'ils lui ont expliqué ce qui s'était passé, c'était pire qu'avant. Donc elle, je pense qu'elle a été blessée de manière durable. Et d'ailleurs, je pense que c'est dommageable que les gens y croient. Enfin, je sais pas si tu as vu comment ils utilisent comme vocabulaire. Ils disent elle croyait qu'elle ressentait de la douleur et tout ça. Non, elle ressentait vraiment de la douleur, probablement. Si elle ressent, elle dit qu'elle ressent, elle ressent. Effectivement, ils disent elle ressent de la douleur alors qu'il n'y en a pas vraiment. Ouais. Bah, si, en fait. C'est le genre de truc, quand j'entendais ça, je fais Imaginez, c'est de la douleur à imaginer. Donc, bon, ces personnes-là, elles sont pas sur la même théorie de la douleur que nous, mais c'est ok. C'est assez perturbant, nous dit ton futur MK. Eh ben, écoute, je sais pas ce qui te perturbe, je veux bien que tu élabores là-dessus. Toujours est-il que ça, on a plusieurs études là-dessus. Et donc là, encore une fois, on pourrait avoir l'argument, oui, mais c'est parce qu'on n'a pas contrôlé les caractéristiques de la demande, tout ça. En fait, la personne, elle sait qu'elle doit ressentir de la douleur, donc elle ressent de la douleur. Elle dit qu'elle ressent de la douleur, mais en réalité, elle ressent rien. Comment on fait pour trancher ? Parce qu'en réalité, l'IASP, l'Association internationale d'études des douleurs, est très claire. Que les gens disent qu'ils ressentent de la douleur, on ne peut pas contredire leur ressenti. Parce que par défaut, c'est l'expérience que les gens ressentent. À chaque fois qu'on a essayé de chercher des marqueurs biologiques qui permettraient, d'un point de vue médico-légal, de dire oui, ici, cette personne elle a vraiment des douleurs, elle ne simule pas, on n'a pas trouvé de trucs qui soient pertinents. Du coup, il y a une étude en 2004 qui a été faite où on a induit de la douleur par hypnose. Donc, en gros, l'hypnose, c'est pas aussi impressionnant que à la télé ou ce genre de choses. Hein. L'hypnose, c'est juste... et là, peut-être qu'à présent, vous avez commencé à ressentir de la douleur. Peut-être que vous ressentez dès maintenant, vous allez ressentir un peu après. Ça, c'est l'hypnose. Et du coup, on a essayé de comparer ça aux gens qui imaginaient de la douleur et à de la douleur réellement déclenchée par du chaud. Et ce qu'on a vu, c'est que les activations cérébrales sont très similaires entre les gens qui ont mal déclenché par du chaud et mal déclenché par l'hypnose, très différentes quand on imagine de la douleur. Donc, évidemment, on sait que les IRM cérébrales, c'est pas parfait, on sait qu'il n'y a pas de zone spécifiquement de la douleur, ce genre de choses. Par contre, ce qui a été mis en évidence, c'était ce qu'on appelle le réseau de science. Le réseau de science, c'est le réseau qui permet d'orienter son attention sur un stimulus. Donc, la personne n'ayant pas de stimulus quand on était en hypnose, ça laisse quand même suggérer que, vu que c'était juste mental, ça laisse quand même suggérer qu'il s'est passé quelque chose, qu'elle a un vrai ressenti. Et pas juste un truc elle dit qu'elle ressent alors qu'elle ne ressent rien. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de stimulus tactile ou nociceptif. Ouais. Mais l'interaction et l'hypnose est une forme de stimulation, en fait. Ouais. Et du coup, mais quand on faisait de l'imagination, on lui disait d'imaginer des trucs, elle avait aussi une stimulation, tu vois. Mais c'est pas la même chose. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que on sait qu'on peut avoir cette activation du réseau de science, en tout cas des mêmes aires, même si on n'a pas de ressenti de douleur, ce genre de choses, mais toujours est-il que ça rajoute une nouvelle contrainte encore à cette théorie, comme quoi on est obligé d'avoir de la nociception pour avoir des douleurs. Ce qu'on arrive à induire, et vraiment, je vous ai mis ça comme illustration, mais on a à peu près 6-7 études là-dessus, 6 études en tout cas à coup sûr, on arrive à induire de la douleur par la psychologie. Donc si on arrive à induire de la douleur par psychologie, et que cette douleur induite par la psychologie, elle ressemble très fortement en activation cérébrale à la douleur induite physiquement, et pas du tout à l'imagination de la douleur, je vous laisse tirer les conclusions qui s'imposent, mais du coup... C'est peu probable que ce soit une douleur imaginée ou simulée par la personne, quoi. Ouais, ou qu'elle dit qu'il y a une douleur et qu'elle n'a pas de douleur, quoi. La probabilité n'est pas nulle, mais elle devient de moins en moins forte.
Parmi les autres études dont tu parlais, il y avait notamment celle de Gutter avec la crème à la capsaïcine. Non, parce que ça, c'est pas une douleur induite par la psychologie, c'est une Ah non, parce hyperalgésie. Eh oui, C'est t'as une raison, parce qu'ils hyperalgésie. ils chauffent avec une thermote, donc ils activent les nocicepteurs. Non, mais je peux t'en citer si tu veux. Tu as l'étude de Reich, donc RAIJ, en 2009, Strength of Prophylaxis Intensity of Suggestion Induced Pain. Donc, ils induisent de la douleur par des suggestions. On a l'étude de Bayer en 1991, où du coup, on a fait semblant de mettre un casque qui envoyait des décharges dans la tête des gens. On a l'étude de Bayer encore, mais en 98, où du coup, on a fait un truc très similaire à ça. On a mis un compresseur, un truc qui faisait un bruit, un boucan pas possible, pour donner l'impression qu'on envoyait des décharges électriques. On a l'étude de Chimo en 2011, où du coup, c'était des gens qui avaient des lombalgies de manière générale. Là, ils n'avaient pas de lombalgie à ce moment-là, mais juste on leur montrait une photo d'un mec qui se penchait en avant, ils avaient mal. Je crois qu'il y a l'étude de Schweiger aussi. Oui, Schweiger en 2012. On a quelqu'un en commentaire qui nous parle de la fameuse étude du gars qui avait sauté sur un clou. Alors, c'est pas une, enfin, c'est une Pas étude, une mais étude, c'est un rapport de cas. Donc, C'est un c'est rapport, on est d'accord. c'est un peu moins fort. Mais c'est une anecdote qui est très connue dans le milieu et qui est assez parlante, effectivement. Bah, écoute, oui. Qu'est-ce qu'elle dit, là, cette anecdote-là? Elle nous dit... tac, c'était ça. Voilà la photo issue du rapport de cas. Donc un ouvrier, il me semble que c'était un ouvrier qui saute d'une échelle et qui atterrit sur un clou de 15 cm et qui décrit une douleur horrible au point où ils ont dû le sédater avec, tu sais les noms des médicaments, toi? Fentanyl et midazolam. Voilà, donc un... Fentanyl, 25 fois plus fort, c'était en intraveineuse. Donc c'était à peu près 25 fois plus fort que la morphine. Et du midazolam, c'est un anxiolytique, c'était pour le shooter. Voilà. Et seulement une fois qu'ils ont fait ça, ils ont réussi à lui découper la botte, à lui retirer la botte, et ils se sont rendus compte que le clou était passé entre les orteils et il n'avait créé aucune lésion. Je crois qu'ils ont retiré le clou, justement. En fait, ils Ah, essayaient ils de ont bouger retiré le clou. Ils n'arrivaient pas à bouger Ah. le clou, justement. C'est pour ça qu'ils l'ont D'accord, sédaté. d'accord. Et ils ont retiré le clou, ok. Avant pour Et donc- pouvoir retirer la botte, ouais. D'accord. Et finalement, il n'avait pas de lésion. Et donc, c'est un truc qui est utilisé, par exemple, souvent dans la vulgarisation par Lorimer Moseley dans certaines conférences, où il explique que ben voilà, c'est un exemple du fait que la douleur n'est pas une juste représentation de l'état de nos tissus, c'est plutôt une question de à quel point notre organisme juge qu'il a besoin de protéger une zone de notre corps. Et que dans un cas comme celui-ci, même en l'absence de lésion, on peut ressentir des douleurs très importantes. Donc là, les questions qui émergent à ça, c'est à quoi bon? À quoi ça sert? Pourquoi on en parle? Pourquoi on se casse la tête avec ça? Alors déjà, j'ai oublié un argument qui me semble quand même pas mal. Donc on a parlé des gens qui vont avoir des décharges ectopiques et tout ça, blablabla, ce genre de choses. Il y a donc encore un rapport de cas. Une personne qui avait une rupture complète de la moelle épinière. Donc je sais pas si vous savez, mais les nerfs qui remontent au cerveau, ils passent par la moelle épinière. Hein. D'accord. Donc, s'il y a plus de moelle Les neurones, voilà, c'est coupé Les nerfs, ils complètement. Les nerfs, les neurones, non, il n'y a plus de neurones qui relient le cerveau. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais on va en discuter un peu après. Et donc, c'est une personne qui avait du coup des douleurs abdominales. Il y avait effectivement une distension gastrique et ce genre de choses. Et cette douleur abdominale, alors que elle n'avait plus de capacité à avoir des nociceptions qui remontaient au cerveau. D'accord? Donc c'est pareil que la douleur du membre fantôme. Et on pourrait objecter, bah oui, mais du coup cette personne, elle peut avoir de la nociception, mais qui passe par autre chose que par la moelle. Donc ça existe. On sait que, en tout cas, on pense que ça existe. On sait qu'il y a on suppose qu'il y a un réseau qui passe par la peau. Un réseau nociceptif qui passe par la peau. Genre, on prend des patients qui ont des ruptures complètes de la moelle, on leur met le pied dans une bassine d'eau avec des glaçons et on voit que leur visage il change de couleur après quelques minutes parce qu'il y a des changements dans la circulation cutanée. Ces changements-là, ils apparaissent pas quand on leur injecte de la lidocaïne sur la peau. Donc on suppose qu'en fait, il y a une circulation qui se fait de proche en proche, qui est un peu lente, qui ne décuse pas, et qui sert à transmettre la nociception qui arrive au cerveau. En fait, la nociception, donc, à remonter au-dessus du niveau de des cervicales, quoi. Mais on rajoute une nouvelle contrainte à la théorie qu'il faut avoir tout ça. Donc ça commence à faire beaucoup.
Donc, Alors, juste pour préciser, même si je pense que les gens qui écoutent sont au courant, qui ne décussent pas, ça veut dire que quand quelque chose décusse, c'est-à-dire qu'il passe d'un côté à l'autre de l'hémicorps. C'est-à-dire que c'est un truc qui part de la gauche et qui va à droite. Et donc là, en l'occurrence, ça ne décusse pas, donc ça passe pas de l'autre côté. alors à quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Mais, C'est ma main en caoutchouc. qu'est-ce que tu fais avec cette main en caoutchouc? J'avais pas parlé, mais moi j'ai déjà essayé l'illusion de la main en caoutchouc pour voir si Ok. j'arrivais à induire de la douleur aux gens. J'ai essayé 5 fois. J'ai pas fait beaucoup. J'ai réussi qu'une seule fois à induire de la douleur avec la main en caoutchouc. Mais c'était une Ok. personne qui avait une main de cette taille-là. Contrairement aux autres personnes qui avaient des mains un peu plus viriles. D'accord. Voilà, bon bah c'est tout. Ok. Donc toi, ton hobby, c'est d'essayer de faire mal aux gens, des manières les plus diverses et variées possibles. Oui, on peut faire mal avec des knackis aussi. Ah oui, je sais de quoi tu vas parler. T'as la vidéo? Un autre live. Oh, ça sera pour un autre live. D'accord. Il faut des knackis chaudes et des knackis froides. C'est ça? Ouais. Ouais. Je l'ai fait une fois pour un webinaire. Le kiné, je sais pas s'il est là. Pierre-Yves, si t'es là, fait un signe. Le kiné, il savait que c'était censé faire mal. Mais quand il l'a fait, j'ai vu son regard qui s'est senti trahi. Genre, il savait que c'était censé faire mal. Mais je pense pas qu'il pensait que ça allait faire mal à ce point. Bon, voilà. Ah ouais? Et les gens ne sauront pas de quoi on parle. Donc, bref. Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est une très bonne question. Je pense que la question de base des gens qui se disent il faut de la nociception pour expliquer la douleur, c'est toujours cette idée que s'ils pensent que la nociception reste nécessaire, et ben en fait c'est toujours cette idée de il faut les trouver la source de la nociception pour la corriger en fait. Mhm. Je pense que c'est un peu la logique qu'ils ont derrière. Ok. Et donc du coup ils restent peut-être un peu attachés à cette idée parce qu'ils se disent arrête de nous faire chier avec tes facteurs psychologiques, nous on veut aller manipuler de la sacroiliac quoi. Ou infiltrer des infiltrer des foramen. Ouais. Alors, après, il y en a, sont un peu plus nobles. C'est juste, en fait, on le sait, les traitements psychologiques de la douleur, en tout cas qui incluent les facteurs psychologiques de la douleur, font partie des meilleurs traitements qu'on ait, mais les résultats sont pas incroyables. Donc j'en ai parlé dans mon live du 21 janvier, je crois. En fait, on arrive dans les meilleurs cas à avoir 2 sur 10 en termes de douleur. Après quelques cas, il y a quelques cas exceptionnels, mais voilà, on a toujours 2 sur 10 en termes de douleur. Je pense que c'est parfaitement le bon moment pour faire la transition sur le fait que tu fais d'autres lives que ceux qu'on fait ensemble et qui sont visibles sur ta chaîne YouTube, Ouais. Sinkin / Anthony Alimi. Vous irez voir, il n'a pas assez d'abonnés. Voilà, donc comme ça vous le saurez, vous irez Ouais. voir sa Ouais. chaîne où ça ses autres lives. Euh, Donc ouais, tu dis globalement c'est ce qui fonctionne mieux, mais ça reste pas ouf. Ça reste pas ouf, donc peut-être qu'on aimerait bien trouver la solution pour avoir les derniers points de douleur qu'on aimerait avoir. Et donc peut-être qu'il faut encore chercher des trucs. Donc il y en a qui disent bah oui, faut trouver la source nociceptive. Il y en a qui vont peut-être avoir d'autres options. Il faut régler les déséquilibres musculaires au niveau des membres inférieurs, parce que c'est ça qui provoque des tendinites au niveau de l'épaule. Ouais, voilà. Hmm. Chacun ses hypothèses. Donc, Chacun ses hypothèses, et- plus ou moins farfelues. mais du coup, rien que le fait de savoir, on ne sait pas si c'est commun, on ne sait pas si la plupart des gens qui viennent nous voir, ils ont une source nociceptive qui maintient la douleur ou pas. On ne sait pas si, en fait, au contraire, c'est ultra rarissime qu'ils aient une source nociceptive qui maintient la douleur, et qu'en réalité, dans la plupart des cas, la douleur est maintenue juste par des facteurs psychologiques ou des comportements inadaptés, ou j'en sais rien, ou bref, ce genre de choses. On ne sait pas. Mais rien que le fait de savoir que ça pourrait exister, d'avoir une douleur maintenue par la psychologie et tout ça, ça doit changer notre manière de pratiquer. Je donne un exemple tout bête, je l'avais déjà donné dans notre podcast qu'on avait fait, je crois. Quand on fait une chirurgie pour la sacroiliaque, genre on fait une fusion au niveau de la sacroiliaque, on sait que les gens qui sont en échec de traitement kiné ont tendance à avoir une très bonne amélioration des douleurs après une chirurgie de fusion sacroiliaque. Moyennant qu'ils aient le cluster de sacroiliaque qui est présent. Par contre, on sait aussi que cette chirurgie ne fonctionne pas mieux qu'une chirurgie placebo. Et ça laisse suggérer que on a blessé ces patients à un moment ou à un autre.
pourquoi ces patients ils sont améliorés par le placebo de la chirurgie, mais pas améliorés par le placebo généré par les soins qu'ils ont eu avant en kiné, par exemple. Oui, parce que tous les placebos ne se valent pas. Et donc, il y a toujours ce danger, en fait, où en cherchant la source nociceptive, et ben en fait, on crée des attentes, le fait de trouver une source nociceptive, et donc peut-être que bah, du coup, les gens, on ne pourra pas les améliorer sans faire une chirurgie placebo. Et du coup, c'est un des dangers qui est présent. Et donc, le fait de savoir que ça peut exister, que ça devrait exister, ça doit nous faire très attention à notre manière dont on va communiquer, dans la manière dont on va pousser nos examens, dans la manière dont on va même les organiser. Je pense que c'est ça qui est ultra important. Je pense que c'est le point. Après, qu'il y ait de la noception ou pas, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que... Enfin, on s'en fiche pas, mais c'est-à-dire que ce qui compte, c'est que le fait que ce soit possible qu'on puisse avoir éventuellement des douleurs sans nociception doit être suffisant pour le faire considérer dans notre manière de prendre soin des patients. Et alors, concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi? Pour Quand moi, tu dis il faut qu'on en tienne compte et que ça doit changer notre façon de faire. Pour moi, déjà, il y a un truc tout bête, hein, mais il faut pas essayer de trop focaliser sur les tissus. Il y a Laurent qui a commencé à faire une série de posts là-dessus, fabriquer des malades. Donc en gros, on crée un problème, on invente un problème avec un nom compliqué, on donne une solution, et puis pas de bol, la solution n'a pas marché qu'à court terme, la personne a un problème qui revient, la douleur qui revient, et ben hop, Comme ça, le patient revient. Ouais, mais du coup, en fait, on a créé un malade, donc du coup, le patient, il peut pas s'améliorer. Ça s'appelle une rente d'argent. Moi, je suis kiné, j'ai pas même problème que toi. Je suis pas Ah oui, désolé. Nous, donc bref. Là, d'accord, ne faites pas ça. Hein. En tout cas, pas volontairement, parce que des fois, on peut le faire sans faire exprès, mais justement, il faut essayer d'arrêter de le faire, de préférence. De créer des malades, de créer des problèmes qui n'existent pas. Si vraiment vous avez des problèmes pour remplir le cabinet, faites l'inverse de ce qu'on dit. Par exemple, que je fais les tests sacro-iliaques, je ne les fais pas en première intention, les tests sacro-iliaques. Je les fais pour les patients en échec de traitement, qui ont des trucs qui ressemblent. Vraiment, là, je sais que... Parce que si je les fais en première intention, je crée le risque de créer des attentes négatives envers la kiné et des attentes envers la chirurgie. Donc, tu vois, quand je fais les tests, je vais pas faire des tests patho-anatomiques tissu-centrés. Je vais pas essayer de chercher si c'est la facette articulaire ou le disque ou ce genre de choses. Alors, on pourrait rétorquer à ça que, justement, peut-être certaines personnes vont avoir des attentes plutôt positives envers la kiné ou envers la thérapie manuelle. Par exemple, si on leur dit c'est votre sacro-iliaque, ils vont se dire, c'est bon, décoincez-moi la sacro-iliaque. Ils ont des attentes positives. Mmh. On est d'accord. Mais des attentes positives, ça guérit pas les patients à vie, en fait. Les attentes positives, ça va te donner une petite solution. Le plus grave que tu pourrais avoir, c'est faire une violation des attentes. C'est-à-dire que le patient il a une attente positive et finalement, c'est l'inverse qui se passe. Donc là, tu crées un malade encore pire. Donc, parce que du coup, la personne, quand tu fais ça, tu as annoncé un diagnostic qui est faux, qui est erroné. Si la personne est en échec de traitement derrière, elle va avoir beaucoup plus de mal à croire à un autre thérapeute qui va lui annoncer un diagnostic. Et tout ça. Et donc, c'est moi, une des premières choses que je fais quand je fais un traitement, c'est que j'explique pourquoi les autres traitements n'ont pas fonctionné avant. Parce qu'ils étaient nuls. Non, parce que je dis, c'était pas ostéopathe. Ah, pardon. Voilà ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et là, ça m'étonne pas, vu votre situation, là, que vous, par exemple, vous faisiez vos étirements. Là, j'ai l'impression qu'en fait, vos nerfs, ils étaient un peu étouffés. Et donc, dans certains cas de figure, ça peut bien marcher. Et chez vous, on a vu que ça n'a pas marché. Donc, faut pas insister là-dessus. Et c'est normal. On sait que ça peut marcher ou pas. Et là, dans votre cas de figure, tirer sur les nerfs, il respirait pas assez bien. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous avez des douleurs. Ça aurait pu très bien fonctionner. Donc, c'était une bonne idée de l'essayer. Et en même temps, chez vous, ça n'a pas fonctionné. Donc, faut qu'on passe à autre chose. Et là, comme ça, la personne, elle sait que, par exemple, l'autre thérapeute avant a quand même une bonne idée, a quand même fait un bon traitement, mais c'était pas ce qu'il lui fallait, donc on peut passer à autre chose. Et il y a une bonne explication de pourquoi ça n'a pas marché. Tu vois l'idée. C'est pas évident de réussir à expliquer pourquoi ça n'a pas marché sans que ce soit perçu comme une critique de la personne qui a fait le truc. Oui, et pourtant c'est ultra important. Parce que critiquer les autres professionnels, ça donne l'impression qu'on se tire dans notre épate. Alors surtout si la personne elle avait une bonne relation avec l'autre professionnel avant, du coup ça peut faire en sorte que la personne elle croit moins en nous. Ça peut faire en sorte que la personne elle croit moins tout court en tous les traitements possibles. Donc super méga important de ne pas créer un tir à boulet rouge sur la personne avant, même si elle a fait n'importe quoi. Faut quand même informer officiellement le patient. Hein. Genre s'il y a eu un traitement qui était néfaste pour la personne, on n'a pas le droit de lui cacher.
éthiquement, c'est pas bon signe. Genre, quelqu'un qui a été opéré du genou, qui a une infiltration pour une tendinopathie et qui est en danger après, qui a une persistance de ces douleurs après, sachant que la tendinopathie a de très bons effets à court terme et des très mauvais effets à long terme. L'infiltration, tu veux dire, sur la tendinopathie. Ouais, sur la tendinopathie. Ouais. C'est important. Il y a Petit Evo qui nous dit, bah tu vois, j'ai essayé d'expliquer à une patiente que j'allais lui faire des exercices cardio doux parce qu'elle avait mal partout et que c'était recommandé, qu'elle n'avait pas d'attente particulière, hormis celle de ne pas faire d'exercice en force. Je lui ai expliqué que potentiellement ça pouvait être douloureux, mais la patiente a annulé tous les rendez-vous. Bon, après, j'ai sans doute pas assez bien communiqué. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre-Élie ? Ouais, bah, c'est compliqué. Effectivement, quand les patients ont pas forcément d'attente positive envers un traitement ou qu'ils n'ont pas forcément compris l'intérêt du truc ou que c'est carrément ils avaient des attentes envers un autre truc, bah, c'est compliqué. Hein. C'est là que créer une alliance thérapeutique solide au début peut être important, quitte à faire au début des choses qui sont pas forcément les plus qui soient pas forcément les plus pertinents, pas forcément faire des trucs totalement what the fuck, hein, mais typiquement, je pense que la question que vous pouvez avoir vous en tant que kiné, c'est les patients qui veulent du massage, quoi, par exemple. Patients qui veulent du massage où on sait que quoi que tu vas me dire qu'en fait ça dépend, que ça peut avoir un intérêt, mais où on sait que c'est peut-être pas toujours la meilleure solution, bah, peut-être que commencer par des choses où il y a des attentes positives pour ensuite aller vers quelque chose où la personne avait spontanément peut-être pas d'autres attentes. Voilà, je suis pas très clair dans ce que je dis, je pense, mais t'as peut-être compris. Moi, alors pour le massage, moi j'ai un vrai avant 2017, après 2017, les attentes envers le massage ont grandement diminué. Parce qu'en 2017, c'est là où la Sécu a fait sa campagne Le bon traitement, c'est le mouvement. Ah oui, les attentes des patients ont diminué. Ouais, d'accord. Par contre, du coup, pour compléter ce que tu dis, je pense que là, il y a plein de choses à dire, du coup, sur le fait que... c'est pas parce que avec une personne ça n'a pas bien marché que sur la globalité dans l'ensemble, c'est pas le meilleur des plans de faire ça. Tu vois, bon, évidemment, peut-être que tu peux foirer une fois ou deux. C'est pas pour autant que, du coup, ça annule toutes les fois où t'as pas foiré. Et c'est pas pour autant que si t'avais fait autrement, du coup, la personne, ça aurait pas été pire. Donc, du coup, elle serait pas partie voir ailleurs. Ensuite, faut faire attention dans la manière de formuler, effectivement. Si on dit, attention, ça peut être douloureux, c'est important de préciser que les alternatives aussi peuvent être douloureuses. Les massages, ce genre de choses, ça peut déclencher des augmentations de douleur. Et donc, c'est important de préciser qu'en vrai, il faut dire, on va faire des exercices et là, on va voir les réactions que votre corps va pas avoir à avoir. Donc, ça peut être pareil, ça peut être moins bien, ça peut être mieux. Et dans tous les cas de figure, quand on va faire une thérapie, ça pourrait être pareil, moins bien ou mieux. Je n'aurai pas des chiffres à vous donner parce que votre situation est particulière et que donc du coup, on n'a pas des chiffres très précis pour votre situation précise à vous. Je peux vous donner si tu connais les chiffres à peu près pour son problème, tu lui donnes tu peux lui donner les chiffres, les pourcentages de probabilité que ça arrive ou pas. Et tu lui dis, voilà, avec ce que je sais, ce traitement-là de bonne fonction, de bonnes chances de vous aider. Il existe aussi ce traitement-là ou ce traitement-là aussi. Donc, par quoi voulez-vous qu'on commence ? Sachant que moi, j'ai des bonnes attentes envers celui-ci. Est-ce que du coup, on a tout abordé ? Je pense que je vais quand même... L'effet Gansfeld, je vais en parler du coup, là tout de suite. En fait, l'idée, tout ça, c'est que ce serait quand même vraiment, vraiment très bizarre que la douleur fonctionne différemment de tous nos autres sens. Aucun sens n'a besoin d'être stimulé spécifiquement pour déclencher une hallucination. Et un des très bons exemples de ça, c'est l'effet Gansfeld. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'effet Gansfeld, G-A-N-Z-F-E-L-D. Vous pouvez apprendre à le faire tout seul chez vous, si vous voulez. L'idée, c'est de se déclencher des hallucinations, comme si on était sous LSD. Mais sans substance illégale. Sans substance illégale. Il suffit en fait de se mettre dans un environnement avec une sorte de bruit blanc. Donc par exemple, on met un casque qui couvre bien les sons externes et du coup on va avoir un son genre de l'eau qui coule, ce genre de choses, un grésillement, ce que vous voulez. Et vous mettez un truc pour cacher les yeux pour en fait avoir zéro stimulation. Et il y a plusieurs personnes qui rapportent en faisant ça qu'elles vont avoir des illusions d'optique, des hallucinations. Elles vont commencer à avoir des figures géométriques qui vont se dessiner, ce genre de choses.
Est-ce que c'est lié à quoi c'est lié? Est-ce que c'est lié aux attentes des personnes parce que je vous l'ai dit, donc vous allez le déclencher? Est-ce que c'est lié au fait que, en fait, même en temps normal, on a des petites stimulations et donc, du coup, ces stimulations, elles sont suffisantes pour créer des perceptions? Ou alors est-ce qu'en l'absence de stimulation, justement, on va percevoir qu'il y a un truc et on va inventer notre perception? Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que le cerveau est reconstruit une image tout seul, malgré le fait qu'il n'y ait pas spécialement d'image qui soit envoyée. Et c'est le cas pour plein d'autres trucs. On peut citer l'effet McGurk pour le son, où en fait la vision, elle va totalement influencer comment on va percevoir le son. On peut citer les hallucinations auditives, où en fait du coup on met des sous-titres à une vidéo, à une musique, et on va entendre d'autres choses. Et il y a plein de choses comme ça, où en fait on sait que notre perception, peu importe le sens, c'est une hallucination. Et donc, le fait que ce soit une hallucination pour tous les sens, je vois pas pourquoi ce serait différent pour le cerveau. Et je vous donne un dernier exemple. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des poux, là. Vous savez, les petites bêtes qui vous courent sur la tête, ce genre de choses, qui peuvent des fois créer un peu des démangeaisons. Je sais pas si vous avez la sensation qu'ils picotent un petit peu. Donc, parfois c'est sur la tête, parfois c'est ailleurs, ce genre de choses. Bon, peut-être qu'il y en a parmi vous, en entendant ce que je viens de dire, vont avoir ressenti l'envie de se démanger. Est-ce que j'ai créé un signal électrique dans votre corps pour faire ça, ou alors est-ce que c'est juste les attentes qui ont influencé votre perception? Le cerveau hallucine le réel, tout à fait, Valdrek. Et c'est le cas pour tous les sens, et donc je vois pas pourquoi ce serait différent pour la nociception, pour la douleur. D'accord, on n'est pas obligé d'avoir une nociception pour la douleur. Est-ce que c'est fréquent ou pas fréquent? Je sais pas. Est-ce que ça doit changer de notre manière de traiter les gens? Je pense. Est-ce qu'on n'a pas de la nociception en permanence? Je pense que et que du coup on a mal parce qu'on a de la nociception en permanence et donc du coup c'est ça qui fait la douleur. Genre, tu sais, t'en as dans tout le corps, tout le temps, et il y a les gens qui disent oui, mais du coup on peut avoir la nociception. En fait, on augmente la quantité de nociception. Ça change pas l'argument. L'argument initial, c'est que on n'a pas forcément une source nociceptive périphérique qui vient créer la douleur. En fait, tu voulais parler de la douleur bayésienne. La douleur bayésienne, en fait, on sait, et ça c'est important, en laboratoire, on arrive à prédire l'intensité des douleurs que les gens vont percevoir. C'est-à-dire que je manipule les informations qui arrivent chez les personnes, je manipule la quantité de lumière qui arrive, je manipule les sons qu'il y a autour et tout ça, et avec ça, je peux prédire à quelle intensité les gens vont ressentir de la douleur. Et ça veut dire que si on arrive à faire des prédictions, c'est que notre mécanisme explicatif, notre théorie, elle n'est pas si mauvaise que ça. Je me rappelle donc on a parlé de Asaf Weissman là, mais il y a aussi John Quinter qui fait souvent des publications avec lui. Il m'avait dit oui, mais non, mais ça marche pas, blablabla. La preuve, il m'a envoyé un papier qui disait, grosso modo, je vous fais le résumé. Les équations de Bayes, ça marche un peu, mais il y a des équations qui marchent encore mieux. Donc ça contredisait pas du tout le fait qu'on arrive à prédire l'intensité des douleurs que les gens vont percevoir. Donc ça laisse suggérer que notre modèle explicatif où on inclut que la douleur c'est quelque chose d'imaginé, d'halluciné en fonction de toutes les informations, y compris la nociception, est quand même un très bon modèle explicatif. Oui, parce que si tu devais réexpliquer ce que c'est que la douleur bayésienne, c'est ça en gros, c'est que c'est pas juste une question de nociception provoque douleur, c'est en gros le cerveau qui va tenir compte d'une foultitude d'informations dont la nociception fait partie, mais aussi de plein d'autres choses, plein d'autres stimuli, tactiles, visuels, auditifs, la mémoire, les émotions, et autres, probablement plein d'autres qu'on ne connaît pas, et que c'est un mix de tout ça qui va faire qu'il y a une expérience qui va émerger du cerveau, en gros. Je ne sais pas si je l'explique Je pense que correctement. Je pense que tu l'as expliqué. Vraiment, je n'ai pas voulu entrer dans les détails, juste en gros l'idée c'est de dire... C'est un peu ouais, je ne vais pas rajouter d'autres mots encore en plus, mais bon, en gros, l'idée, Bayes, c'est un mathématicien qui a créé une formule, la formule de Bayes. Cette formule mathématique, elle était intéressante parce qu'elle faisait de la probabilité, en incluant la probabilité qu'un événement se passe par rapport à la probabilité qu'il ne se passe pas. Et du coup, c'est pas mal parce que ça nous a fait faire des gros bonds en avant sur, par exemple, la robotique, parce que, par exemple... C'est de la psychohistoire, le truc. Tu connais la psychohistoire? Je connais pas du tout la psychohistoire. Non. Isaac Asimov,
auteur de science-fiction qui a écrit Les robots, justement. C'est d'ailleurs lui qui a inventé le terme robotique. Et en fait, dans un de ses romans, une de ses suites de romans qui s'appelle Fondation, il y a un mathématicien qui en fait crée une sorte de formule mathématique ultra complexe, une science qui s'appelle la psychohistoire, qui permet de calculer des probabilités que les choses arrivent, mais à l'échelle de l'univers et sur des très grandes durées, très grandes temporalités. Ok. Fascinant, d'accord. Base, c'est Seldon, ce serait bien. Et donc, Excuse-moi, je t'ai interrompu. C'est pas grave. Et donc, du coup, cette histoire de la formule mathématique de Bayes est intéressante parce que, du coup, elle permettait de faire des meilleures prédictions. Donc, ça a permis de faire avancer la robotique beaucoup parce que, pour, par exemple, te déplacer dans des environnements, il faut que le robot il anticipe ce qui va se passer et les chances que ça se passe pas. Et donc, ça marchait beaucoup mieux en faisant ça. Sinon, il se cassait la figure, le robot. Donc, ça marchait pas très bien. Et en fait, ces équations-là, elles nous permettent aussi, dans une certaine mesure, de prédire l'intensité de douleur que les gens vont percevoir. Quand je dis prédire, c'est une courbe de Gauss. Hein. C'est genre, c'est pas je sais que lui, il aura 3 sur 10. C'est genre, on sait qu'en moyenne, les gens, ils vont avoir 5 sur 10. Il y aura des gens extrêmes qui auront rien et des gens extrêmes qui auront 20 sur 10. C'est comme ça. Et donc, l'idée, c'est que si on arrive à prédire, c'est que la théorie, le théorème derrière, est pas si nul que ça. C'est pas un théorème, c'est une théorie. Bon, bref. Ok. Tout ça pour arriver au raisonnement, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, l'idée, c'est pas de dire j'attends qu'il y ait une preuve absolue pour changer ma manière de percevoir les choses. C'est genre, avec toutes les informations que j'ai, comment est la meilleure manière de me comporter ? L'idée, c'est pas de dire il faut absolument une preuve absolue qu'on puisse avoir une nocéption sans douleur. Avec toutes les preuves qu'on a, on a des arguments qui nous laissent suggérer qu'on peut avoir des douleurs sans nocéption. Et du coup, rien que ça doit nous faire... si ça a un impact sur notre pratique, il faut mettre en place cet impact. Et donc ne pas forcément créer des attentes auprès des patients en pointant du doigt une éventuelle source nociceptive dont on n'est pas sûr de la pertinence. Et le danger, c'est qu'il ne faut pas non plus rater les sources nocéptives. On est d'accord. Effectivement, le but, c'est pas de tomber dans une extrême inverse en se disant que la nociception n'a jamais d'importance et que le corps n'a aucune importance et que nous ne sommes qu'esprit. Voilà. Bon. Très bien. Dans tous les cas, souvent, quand c'est une importance, souvent, on peut rien y faire. Ouais, nous kiné ou ostéo, tu entends. Kiné, ostéo, chirurgien. Chirurgien aussi? Non, mais eux, ils sont... genre, tu as une douleur dans le pied nociceptive. Effectivement, si tu découpes la jambe, tu n'auras plus de douleur, tu n'auras plus de nociception dans le pied. Mais tu auras quand même de la nociception. Rappelle-toi, voilà. Il y a des décharges ectopiques. C'est vrai. Donc, du coup, tu peux partir à la nociception. Ouais. Si tu coupes le bras, la personne, elle a mal au bras. Et elle a plus mal au pied. Ouais, toujours la nociception dans le pied. Moi, mon argument, c'était pas de dire qu'on pouvait pas faire quoi que ce soit à la douleur du pied. Sinon, on pouvait pas retirer la nociception du pied. Ah, ouais. C'est vrai. Donc, du coup, il y a toujours la nociception dans le pied. Elle est juste plus suffisante pour déclencher la douleur. Donc, la plupart du temps, on peut rien y faire quand il y a la nociception. De temps en temps, oui. Genre, par exemple, une nociception liée à une ischémie. Parce qu'une artère est bouchée. Bon, ça, on peut y faire quelque chose. Une nociception déclenchée par un rhumatisme inflammatoire, il y a certains médicaments qui peuvent être efficaces. Et sinon, la plupart du temps, bof. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'on a raté des trucs ? Et que penser du cas du piment et de la capsaïcine ? Je suis pas sûr de l'orthographe. C'est pas la bonne orthographe, mais c'est pas grave, on a compris. Capsaïcine. En fait, le piment et la capsaïcine, c'est de la nociception pure. Là, il n'y a pas trop à se poser de questions. La capsaïcine, donc c'est le principe actif du piment. Ça va se fixer sur les récepteurs vanilloïdes, donc les TRPV4. Les récepteurs vanilloïdes, c'est les mêmes que ceux qui réagissent à la chaleur. Donc ça va donner l'impression que c'est chaud. C'est pas les TRPV1 ? Non, il me semble pas. Il y a les TRPV1, ils sont impliqués, c'est des vanilloïdes aussi. Hein, mais du coup, dans la capsaïcine, ça se met sur les TRPV4. Si je fais pas d'erreur. Vraiment, si je fais pas d'erreur. Dans une vidéo, j'ai répété plusieurs fois TRPV1, je me suis planté. Oh, c'est pas bien grave, hein. C'est des vanilloïdes. Ah si, c'est terrible. Ouais, c'est des vanilloïdes dans tous les cas, ça change absolument. Pour nous, ça change pas grand-chose. Donc c'est la nociception, clairement. Donc les récepteurs vanilloïdes vont être activés, ils vont déclencher un signal électrique, un potentiel d'action, ça déclenche la nociception. Quand t'en mets assez, tu crames les nocicepteurs cutanés. Parce que du coup, la capsaïcine est néfaste pour les nocicepteurs. Ça l'active, mais ça les crame. C'est ce qui fait que les gens, ils arrivent à s'habituer à consommer des piments de plus en plus importants, tu penses ? Je m'avance pas. Je pense que c'est un mécanisme explicatif.
Et comme d'habitude, le corps humain, c'est toujours très complexe et il y a probablement plein de mécanismes différents qui rentrent en jeu. Pourquoi pas? Peut-être. Je ne serais pas étonné que ça joue. C'est ce qui fait qu'il y a des médecins en centre de la douleur qui proposent de mettre des patchs de capsaïcine pour cramer les nocicepteurs. Ce qui est un peu bête, je crois. Parce que d'une part, on a des études qui ont montré que ça marche pas mieux que des patchs de placebo. Et d'autre part, cramer le nocicepteur cutané, à moins que tu aies un problème à cause de la nociception cutanée, ça va pas changer si vraiment une nociception est impliquée. C'est probablement plus une nociception d'un tissu profond, d'une articulation, ce genre de choses, qu'une nociception cutanée. À moins que c'est parce que tu as un furoncle. Alors dans ce cas-là, je me retire. Je retire mon... Mais je pense que c'est plus intéressant de s'occuper du furoncle que de cramer tous les nocicepteurs cutanés. Une pote en clinique et de la douleur a eu ça. Spoiler, syndrome de défilé. À l'écodoppler en dynamique, plus de sang qui passe. Ah, c'est bien. Ils sont bien occupés d'elle. Je pense qu'une fois que et du coup, après que le patch de capsaïcine n'a pas marché et qu'on a vu à l'écodoppler qu'il y avait un problème de circulation, un syndrome du défilé, laisse-moi deviner qu'ils lui ont proposé non pas une opération pour ce syndrome du défilé, mais de faire de la stimulation magnétique transcrânienne. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois pas que vos douleurs soient dues à ce syndrome. Ok. Voilà ce qu'ils lui ont dit. Bravo. Merci. Pour traitement. Vos médecins ont du talent. Donc ce live sera en rediff sur ma chaîne YouTube, les chroniques d'un ostéosceptique. Tous les autres lives que fait Anthony quand il est tout seul sans moi, c'est sur sa chaîne YouTube. Sinkin, Anthony Alimi. Et on en refait un dans 2 semaines. Ouais. Toujours pareil. Twitch, Insta. Et le sujet, on a évoqué un truc mais sans donner de 50 nuances de BP, on avait dit, non? 50 nuances de BP, ok. Donc on va parler d'evidence-based practice. Ouais. Avec des questions du style qu'est-ce qu'on fait des attentes des patients s'ils attendent des trucs chelous. Moi j'aimerais bien qu'on discute de tous les gens qui disent ouais mais on est tous BP un peu quand même, non? Voilà. Il y a des gens qui disent ça? Ouais. On est tous BP un peu? Ouais. Ah d'accord. C'est rigolo, je trouve. Non. Ok. Spoiler, non. Si Okay. vous avez déjà la réponse sans avoir besoin de venir à ce live là. Bravo.